La ville de Rosenheim n'est pas un lieu que l'on remarque. Elle n'a pas de silhouette reconnaissable, pas de monument qui attire les regards, pas de légende qui traverse les siècles. Elle est là, tout simplement, entre Munich et les Alpes. Fonctionnelle, discrète, presque interchangeable avec des dizaines d'autres villes bavaroises de l'Allemagne de l'Ouest. Au temps de 1967, Rosenheim vit au rythme d'une modernité déjà bien installée. Les rues sont propres, les vitrines sobres, les bâtiments récents reconstruits ou rénovés après la guerre. Ici, on ne s'attarde pas sur le passé, on regarde avant tout vers l'avant. À cette époque, l'Allemagne de l'Ouest est en pleine stabilité. Le traumatisme de la guerre s'éloigne, l'économie se redresse, les institutions se remettent à fonctionner. La confiance dans la technique est presque totale. L'électricité est fiable, les réseaux téléphoniques se densifient, les bureaux s'équipent de standards modernes, de néons, de compteurs précis. Le monde est désormais mesurable. Et quand quelque chose ne fonctionne pas, ce n'est pas une question de croyance, c'est une question de diagnostic. Dans ce contexte, l'idée même d'un événement inexplicable paraît incongrue, presque anachronique. Le paranormal appartient aux marges, aux campagnes reculées, aux vieilles maisons, aux histoires racontées à voix basse. Pas au bureau, pas aux administrations, pas aux lieux de travail modernes, et certainement pas à Rosenheim. Mais un cabinet d'avocats a fait parler de lui. Ce cabinet, concerné par l'affaire dont nous allons parler aujourd'hui, se trouve dans une rue ordinaire, ni isolée, ni remarquable, au sein d'un immeuble sans caractère particulier. À l'intérieur, tout est conforme à ce que l'on attend d'un bureau allemand des années 60. Des bureaux alignés, des dossiers classés avec une certaine rigueur, des téléphones posés bien droit, des néons au plafond diffusant une lumière blanche et uniforme. Chaque chose est à sa place, chaque geste est routinier. Les employés arrivent le matin, déposent leur manteau, allument leur lampe de bureau. Les appels commencent, les dossiers circulent, mais jamais rien ne déborde, jamais rien ne surprend. Dans ce type d'endroit, les incidents sont rares, et lorsqu'ils surviennent, ils sont rapidement réglés. Une ampoule qui grille, on la change. Un téléphone défectueux, on appelle le service technique. Un disjoncteur qui saute, on vérifie toute l'installation. Il n'y a aucune place pour l'incertitude. C'est pour cela que, lorsque les premiers dysfonctionnements apparaissent, personne ne s'inquiète réellement. Ils sont mineurs, faisant partie de la vie de tous les jours, presque banale. Ils ne provoquent ni peur, ni panique. Tout au plus, une légère irritation. Un détail de trop dans une journée de travail bien remplie. Ce qui va transformer ces détails en affaires nationales ne se produira pas en une nuit. Il n'y aura pas de scène spectaculaire, pas de bruit soudain, pas de moment précis où tout bascule. L'histoire de Rosenheim, ou plutôt l'affaire de Rosenheim, est une histoire lente, une accumulation, une suite d'anomalies si petites, si techniques, si peu émotionnelles qu'elles passent d'abord inaperçues. Et c'est précisément cela qui rend cette affaire si dérangeante, parce qu'à aucun moment, au début, quelqu'un ne s'est dit « il se passe quelque chose d'anormal ici ». La pensée commune étant « il y a seulement un problème à régler ». Les employés ne parlent pas de peur, ils parlent de fatigue. Les techniciens ne parlent pas de mystère, ils parlent de chiffres. Les responsables ne parlent pas d'inexplicable, ils parlent de dysfonctionnement. Tout le monde reste bien ancré dans le monde réel. Et pourtant, sans s'en rendre compte, ce cabinet d'avocats va devenir un lieu où la réalité va commencer petit à petit à se fissurer. Pas parce qu'on y croit trop, mais parce qu'on y croit mal. Parce que pendant plusieurs semaines, des faits vont s'accumuler, des données vont s'empiler et des preuves vont être validées, sans que personne ne pose la question qui parfois est la plus simple. À Rosenheim, en 1967, le paranormal ne va pas surgir de l'ombre, il va naître en pleine lumière, sous des néons blancs, dans des rapports techniques, au cœur d'un bureau moderne. Et c'est pour cela que presque tout le monde va y croire. Les premiers incidents surviennent sans logique apparente. Un matin comme les autres, dans le cabinet d'avocats de Rosenheim, une ampoule cesse de fonctionner. Elle grésille, puis s'éteint. Jusque-là, rien d'inhabituel. On la remplace et la journée suit son cours. Quelques heures plus tard, une seconde ampoule tombe en panne, puis une troisième le lendemain. Les employés plaisantent. On parle d'un lot défectueux, d'un problème mineur. Personne ne s'arrête réellement sur le sujet. Mais les jours passent et les incidents se multiplient. Des néons commencent à vibrer, à peine perceptiblement au début, puis de plus en plus nettement.
Certains tournent légèrement sur leur axe, comme soumis à une force irrégulière. Personne ne les touche, personne ne provoque ces mouvements. On vérifie alors les fixations et tout est en ordre. Puis viennent les disjoncteurs. Ils sautent sans surcharge évidente, parfois plusieurs fois dans la même journée, parfois après des heures de fonctionnement normal. Chaque fois, l'électricité est rétablie et toujours, on pense, le problème est réglé jusqu'à la fois suivante. Au bout d'un moment, le cabinet fait appel à un électricien. L'installation est inspectée minutieusement, les câbles sont vérifiés, les tableaux électriques sont démontés. Le verdict est clair, l'installation est tout à fait conforme. Il n'y a absolument aucune anomalie structurelle. Le professionnel repart, mais moins de 24 heures plus tard, les néons recommencent à vibrer. Puis survient le premier incident véritablement perturbant. Un téléphone se met à sonner sans raison. Un appel entrant, puis un autre, puis un troisième. Les employés décrochent, toujours, mais il n'y a personne à l'autre bout du fil. Alors ils raccrochent et le téléphone sonne à nouveau. Très vite, ce n'est plus un poste isolé qui est concerné. Plusieurs téléphones sonnent en même temps, parfois en décalé, parfois simultanément. Les appels ne durent que quelques secondes ou restent ouverts, silencieux. Le standard téléphonique, jusque-là fiable, commence à enregistrer une activité anormale. Mais le plus troublant vient ensuite. Le réseau téléphonique indique que des appels sortants ont été passés depuis le cabinet. D'abord des dizaines, puis des centaines. Vers des numéros parfois inexistants, vers des lignes qui ne répondent jamais. Les employés jurent, eux, n'avoir rien composé. Mais les relevés, eux, sont formels. En une seule journée, le standard enregistre plusieurs centaines d'appels. Les compteurs tournent, les facturations augmentent, le système semble complètement hors de contrôle. Et là, les employés cessent de plaisanter. Les services de télécommunication sont appelés en urgence. Des techniciens arrivent sur place, ils inspectent les lignes, ils testent les combinés, ils vérifient le central. Ils installent même des appareils de mesure pour observer la situation et très vite, ils confirment une chose essentielle. Les appels sont bien réels. Ils sont bien enregistrés par le réseau, ils ne sont pas dus à une erreur de facturation. Le problème ne vient pas de l'extérieur, il vient du bâtiment en lui-même. Pendant ce temps, les anomalies électriques continuent. Les compteurs enregistrent des pics de consommation sans correspondance avec l'activité réelle du bureau. Les chiffres montent brutalement, puis redescendent. Les appareils branchés n'ont pourtant pas changé, le nombre de personnes présentes non plus. Et pourtant, les données ne collent pas. Les ingénieurs commencent alors à s'intéresser à l'affaire. Ils demandent des relevés précis, des horaires, des courbes. Ils constatent que les surtensions existent réellement, qu'elles sont mesurables, qu'elles ne relèvent pas d'une simple impression. Les néons explosent parfois sans avertissement, des ampoules neuves grillent en quelques minutes. Absolument tous les événements sont consignés. Et à mesure que les interventions techniques se multiplient, les phénomènes semblent gagner en intensité. Le standard devient inutilisable, les appels parasites empêchent le travail, certains employés doivent même quitter leur poste. Le cabinet est complètement désorganisé, mais ce qui frappe le plus les enquêteurs, ce n'est pas la violence des incidents, c'est leur irrégularité. Les phénomènes ne se produisent jamais la nuit. Ils cessent lorsque le bureau est vide et reprennent pendant les heures de travail. Ils apparaissent par vagues, parfois plusieurs fois dans la même journée, parfois pas du tout. Ils ne suivent aucune logique technique connue. Petit à petit, les employés commencent à ressentir un malaise diffus. Pas une panique, pas une peur franche, mais une impression étrange, celle de travailler dans un lieu qui ne fonctionne plus comme il devrait. Certains redoutent de décrocher le téléphone, d'autres lèvent les yeux à chaque vibration de néon. Personne encore ne parle de paranormal, mais le mot commence à circuler, surtout à voix basse. Les autorités techniques locales sont informées et l'affaire est désormais officielle. Des rapports sont rédigés, des comptes rendus transmis, des experts consultés et à chaque étape, une même conclusion revient. Les phénomènes sont là, bien réels, ils sont mesurés et surtout, ils ne sont pas simulés. C'est cette accumulation de preuves qui rend l'affaire si convaincante. Il n'y a pas de témoignages isolés, pas de récits contradictoires, seulement des chiffres, des compteurs, des enregistrements. Tout ce qui, en 1967, constitue la définition même du réel. À ce stade, il n'y a aucune raison de douter. Les machines mentent rarement, les relevés encore moins. Et lorsque plusieurs systèmes indépendants enregistrent la même anomalie, l'hypothèse d'un simple dysfonctionnement commence à perdre de sa crédibilité.
Sans le savoir, les employés du cabinet de Rosenheim viennent de franchir une ligne invisible. Ils ne sont plus face à un problème technique, ils sont face à quelque chose que la technique ne parvient plus à expliquer. Lorsque l'affaire de Rosenheim quitte le cadre du simple dysfonctionnement, elle entre dans un autre monde, celui des procédures. À partir de ce moment-là, chaque anomalie doit être expliquée, ou à défaut, documentée. Des ingénieurs spécialisés sont dépêchés sur place, pas des généralistes, des experts des réseaux électriques, des spécialistes des télécommunications. Ils ne viennent pas pour observer, eux, ils viennent pour comprendre. La première phase de l'enquête est strictement technique. Les lignes électriques sont inspectées une à une, les tableaux sont démontés, les connexions vérifiées, les tensions sont mesurées à différents moments de la journée. Des appareils de contrôle sont installés en continu. Les résultats confirment ce que les premiers techniciens avaient déjà noté. Les surtensions existent, elles ne sont pas dues à une installation défectueuse et elles ne correspondent à aucune cause externe connue. Les chiffres sont incohérents, mais cohérents entre eux. Les télécommunications font l'objet d'une analyse encore plus poussée. Les ingénieurs accèdent au relevé du réseau central. Ils comparent les données internes du cabinet avec celles du système général. Les appels sortants sont bien générés depuis le bâtiment. Ils ne sont pas injectés depuis l'extérieur. Ils ne sont pas le fruit d'une erreur logicielle connue. Les impulsions sont mesurées, les durées sont enregistrées, les numéros composés sont listés. Rien n'est laissé au hasard. À ce stade, l'enquête exclut déjà plusieurs hypothèses. Les incidents ne sont pas liés à un défaut du réseau public, à une erreur de facturation, à un sabotage extérieur ou à une panne aléatoire. Chaque piste est étudiée puis refermée. Ce travail méthodique rassure, mais il isole aussi le phénomène. Car plus les causes classiques disparaissent, plus une question devient difficile à ignorer. Si ce n'est pas l'installation, si ce n'est pas le réseau, alors qu'est-ce que c'est ? Les enquêteurs changent alors d'approche. Ils ne cherchent plus seulement ce qui dysfonctionne, mais quand cela dysfonctionne. Une chronologie est donc établie heure par heure, jour par jour. Les incidents sont alignés sur un calendrier précis. Les horaires sont croisés avec les présences des employés et très vite, un motif commence à émerger. Les phénomènes ne se produisent jamais lorsque le bureau est vide. Ils cessent systématiquement le soir et ils reprennent le matin. Cela pourrait sembler logique, mais un autre détail attire l'attention. Ils ne se produisent pas n'importe quand dans la journée. Ils apparaissent par séquence, par vagues. Et surtout, ils semblent corrélés à la présence de certaines personnes. Au début, cette observation reste marginale. Personne ne veut y voir autre chose qu'une coïncidence. Les enquêteurs restent prudents, mais les données s'accumulent. Lorsqu'un employé est absent plusieurs jours, les phénomènes diminuent ou cessent. Lorsqu'il revient, ils réapparaissent. Parmi ces absences notées, un nom revient de façon répétée. Une jeune employée de 19 ans, récemment engagée, discrète, sans rôle décisionnel. Elle n'est ni responsable technique, ni en charge des télécommunications. Elle n'a rien d'exceptionnel, et pourtant, son emploi du temps correspond presque parfaitement aux périodes d'activité maximale. À ce moment-là, l'enquête atteint ses limites techniques. Faute d'explications satisfaisantes, les autorités décident de faire appel à un consultant extérieur, un homme connu pour travailler sur des phénomènes inexpliqués, mais dans un cadre académique strict, Hans Bender. Il n'est pas un médium, il ne pratique ni séances spirituelles ni rituels. Il est psychologue, professeur, consultant scientifique. Son rôle n'est pas d'expliquer l'inexplicable, mais de proposer des cadres d'analyse. Lorsqu'il arrive à Rosenheim, il ne parle pas de fantômes. Il observe, il assiste aux incidents, il note leur fréquence, il écoute les témoignages des ingénieurs et surtout, il s'intéresse aux personnes, pas seulement aux machines. Bender évoque alors une hypothèse marginale, mais connue dans certains cercles, la psychokinésie spontanée. Selon cette théorie, dans des rares cas, un individu soumis à un stress intense pourrait provoquer inconsciemment des effets physiques indirects sur son environnement. Pas par volonté, pas par intention, mais comme une manifestation involontaire d'une tension psychologique. Cette hypothèse n'explique rien, elle ne prouve rien, mais elle permet une chose, à ce moment-là, essentielle. Elle recentre l'enquête sur l'humain. Bender observe également la jeune employée, il ne l'accuse pas, il ne l'interroge pas frontalement. Il constate simplement que les phénomènes se produisent en sa présence. Il remarque aussi autre chose. Lorsque la tension est maximale, les incidents se font rares. Lorsque la vigilance se relâche,
ils reviennent. Des tests sont alors mis en place, des tests discrets mais progressifs. Certains accès sont temporairement restreints, certains équipements deviennent moins accessibles, les gestes possibles sont limités. Et presque immédiatement, les phénomènes diminuent. Là encore, l'enquête n'a rien prouvé, mais elle a changé de nature. On ne cherche plus une cause externe, on cherche une interaction entre une personne et un système technique complexe. Le doute s'installe, pas un doute spectaculaire, mais un doute professionnel. Celui qui naît quand toutes les hypothèses sérieuses ont été testées et qu'il ne reste plus rien, sauf ce que l'on n'a pas osé regarder au départ. À Rosenheim, en 1967, l'enquête est désormais suspendue entre deux mondes. D'un côté, on a des phénomènes mesurés, documentés, incontestables. De l'autre, une hypothèse dérangeante, encore impossible à formuler clairement. Et au milieu, une question que personne n'ose encore poser à voix haute. Lorsque l'enquête entre dans sa dernière phase, quelque chose a changé dans l'atmosphère. Il n'y a plus d'urgence, plus de panique, plus d'espoir non plus de trouver une panne miracle. Les ingénieurs ne cherchent plus une cause technique isolée, ils cherchent une cohérence. La première décision est simple, presque banale. On ne modifie plus les installations, on ne remplace plus les appareils, on observe. Des protocoles de surveillance sont mis en place. Les accès au téléphone sont contrôlés, les tableaux électriques sont sécurisés. Certains équipements deviennent physiquement inaccessibles sans autorisation. Rien n'est annoncé aux employés. Il n'y a aucune accusation, aucune mise en scène, juste des contraintes supplémentaires. Et immédiatement, un phénomène inattendu se produit. Les appels cessent, pas progressivement, pas partiellement. Ils cessent nettement. Le standard retrouve un fonctionnement normal, les compteurs se stabilisent et les surtensions disparaissent. Pendant plusieurs heures, le bureau fonctionne comme n'importe quel autre, comme dans le passé. Puis, à mesure que les restrictions sont levées, certains incidents réapparaissent. Pas tous, pas avec la même intensité, mais suffisamment pour confirmer une chose essentielle. Les phénomènes ne sont pas autonomes, ils dépendent de conditions très précises. Les enquêteurs reprennent alors l'ensemble du dossier depuis le début. Chaque appel, chaque pic électrique, chaque vibration de néon. Tout est recroisé avec les horaires, les présences, les déplacements, les moments de moindre surveillance et cette fois, la cohérence est implacable. Les incidents ne suivent pas la logique d'un système défaillant, ils suivent celle d'un comportement humain. Ils apparaissent lorsque la tension baisse, lorsque plusieurs personnes sont présentes, lorsque les gestes passent inaperçus, mais disparaissent automatiquement sous surveillance constante, lorsque l'accès à certaines infrastructures est restreint ou lorsque les possibilités d'intervention sont réduites. À ce stade, une hypothèse jusque-là inconfortable devient impossible à éviter. Il ne s'agit pas d'un phénomène qui est subi, il s'agit bien là d'une intervention. L'attention se porte alors inévitablement sur une personne déjà identifiée plus tôt dans l'enquête. La jeune employée, celle âgée de 19 ans, présente lors de la majorité des incidents. Elle n'a jamais été prise en flagrant délit, elle n'a jamais attiré l'attention, et c'est précisément ce qui rend l'affaire si troublante. Les enquêteurs n'ont pas besoin d'aveux, ils n'en cherchent pas. Ils constatent simplement que lorsqu'elle est absente, rien ne se passe, lorsqu'elle est présente mais observée, rien ne se passe également, et lorsque l'environnement ne permet aucune manipulation, encore une fois, il n'y a rien. Les faits parlent d'eux-mêmes, et progressivement, le scénario se redessine. Les appels téléphoniques, ils peuvent être déclenchés par des manipulations simples, dans un environnement où personne ne soupçonne une action volontaire. Les surtensions peuvent être provoquées par des gestes discrets, dans un réseau complexe où les effets semblent venir de nulle part. Et les néons ont une instabilité déjà connue à l'époque, qui peut être exploitée sans difficulté. Ce qui a trompé les experts, ce n'est pas la sophistication des gestes, c'est le contexte. Un bureau moderne, des employés sans mobile apparent, des phénomènes validés par des mesures indépendantes, personne ne cherchait une cause humaine lorsque les chiffres semblaient parler d'eux-mêmes. Et c'est ici que l'affaire de Rosenheim révèle toute sa mécanique. Les phénomènes étaient réels, les mesures exactes, mais l'interprétation était fausse, parce que les enquêteurs ont observé les effets sans interroger suffisamment les conditions de production. Même Hans Bender, initialement ouvert à l'hypothèse d'un phénomène psychophysique, doit reconnaître que les faits ne tiennent plus. La psychokinésie n'explique plus rien lorsque les phénomènes cessent sous contrôle strict. Il n'y a plus aucun mystère à défendre. L'affaire ne se termine pas par un scandale.
elle se termine par un retrait silencieux. Les experts repartent, les rapports sont classés, le cabinet reprend son activité. Aucune annonce officielle n'est réalisée, aucune confession, juste une conclusion interne, froide et méthodique. Le poltergeist de Rosenheim n'existe pas. Ce qui reste en revanche, c'est une question plus dérangeante. Comment une fraude relativement simple a-t-elle pu tromper autant de spécialistes? La réponse à cette question ne se trouve pas dans la naïveté, elle est dans la méthode. À Rosenheim, on n'a pas cru trop vite, on a cru logiquement. Chaque étape semblait raisonnable, chaque conclusion provisoire était fondée, et c'est précisément cette rigueur qui a retardé la grande révélation finale. Le masque ne tombe pas toujours parce que quelqu'un avoue, il tombe parfois parce que, enfin, on regarde au bon endroit. Pas les machines, pas les chiffres, mais les conditions humaines. À Rosenheim, le paranormal n'a pas été vaincu par le scepticisme, il a été vaincu par l'observation prolongée. Et lorsque l'on retire cette dernière couche d'illusion, il ne reste plus rien de spectaculaire. Seulement une évidence longtemps ignorée. Lorsque l'affaire de Rosenheim se referme, il ne reste presque rien. Pas de coupable désigné publiquement, aucun procès, aucune conférence de presse réalisée. Seulement un dossier classé, des rapports archivés et un bureau qui retrouve son activité normale et son silence. Les employés reprennent leur routine, les téléphones cessent de sonner, les néons cessent de vibrer. La normalité revient sans cérémonie, comme si rien ne s'était jamais produit. À distance, l'affaire pourrait sembler dérisoire. Une simple fraude, un malentendu, un épisode de crédulité collective rapidement corrigé. Mais Rosenheim n'est pas seulement une histoire de naïveté, c'est aussi une histoire de méthode. Car à aucun moment dans cette affaire, les enquêteurs n'ont abandonné la rigueur. Ils ont toujours mesuré, comparé, ils ont éliminé les hypothèses une à une. Concrètement, ils ont fait exactement ce que l'on attend d'eux. Et pourtant, pendant plusieurs semaines, une explication fausse a tenu, celle du fameux poltergeist. Pourquoi? Parce que tout, dans cette affaire, allait dans le sens du réel. Les phénomènes existaient, ils étaient bien là, observés. Les chiffres étaient exacts, les appels étaient enregistrés par le réseau, les surtensions étaient mesurées, absolument aucun événement n'avait été inventé. Ce qui manquait, ce n'était pas une preuve supplémentaire, une preuve ultime, c'était un angle. À Rosenheim, on a observé les machines, on a fait confiance au système. On a cru que la technique, parce qu'elle était moderne, était neutre. Mais un système technique n'est jamais isolé, il est traversé par l'humain. L'erreur de Rosenheim n'est pas d'avoir cru au paranormal. L'erreur est d'avoir cru que le paranormal devait forcément être extraordinaire, quelque chose de visible, de violent, de radicalement autre que ce qu'on peut imaginer, alors que parfois il n'est que la somme de gestes discrets, perdus dans un environnement trop complexe pour être compris d'un seul regard. Et c'est là que cette affaire montre une chose essentielle. Un phénomène peut être réel sans que son interprétation le soit. Les effets existaient bien, la cause, elle, était ailleurs. Rosenheim ne nous apprend pas à ne pas croire, elle nous apprend à croire différemment, à ne pas confondre preuve et compréhension, et surtout à ne pas confondre mesure et sens. Il était tentant, face à une affaire comme celle-ci, de se rassurer, de se dire aujourd'hui, avec nos technologies modernes, cela ne pourrait plus arriver. Et c'est probablement faux. Les systèmes contemporains sont infiniment plus complexes, les réseaux plus opaques, les interactions plus nombreuses. Nous faisons confiance à des algorithmes, à des infrastructures invisibles, à des données que le grand public ne comprend pas entièrement. Et bien que l'affaire de Rosenheim date de 1967, l'histoire parfois se répète. Chaque fois qu'un phénomène est validé par des chiffres, mais que personne ne questionne les conditions humaines de sa production, chaque fois qu'une anomalie est documentée mais jamais contextualisée, chaque fois qu'une explication simple est écartée, parce qu'elle semble trop banale pour des effets aussi troublants. À l'époque de Rosenheim, le paranormal n'était pas dans les murs, il était dans l'angle mort de l'enquête. Dans ce que personne n'osait regarder parce que cela semblait trop évident. Il n'y avait pas d'entité, pas de force invisible, pas de phénomène surnaturel, seulement un environnement technique propice, une vigilance imparfaite et une succession de gestes que personne n'a pensé à suspecter. Et c'est précisément pour cela que l'affaire reste fascinante, parce qu'elle ne parle pas de fantômes, elle parle de nous, de notre rapport à la preuve, à la confiance dans les systèmes, de notre difficulté à accepter que l'extraordinaire puisse naître de l'ordinaire lui-même. Rosenheim est un rappel, historique mais silencieux, un rappel que, parfois, même les enquêtes les plus sérieuses peuvent se tromper.
non pas par excès de croyance, mais par excès de logique. Et en 1967, dans un bureau banal de Bavière, le réel n'a pas été dépassé, il a été mal interprété. Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut pour créer un mystère.